Bonsoir à tous et bienvenue à une nouvelle histoire extraordinaire. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde fascinant d'Alexandre, un héritier milliardaire qui n'avait jamais connu l'amour, jusqu'au jour où le destin l'a mis sur le chemin de Céleste. Imaginez un homme de 30 ans, pur et innocent, dont la vie va basculer à cause d'une rencontre sous la pluie parisienne. Une femme mystérieuse, élégante, qui cache un lourd secret, et une mère qui fera tout pour les séparer. Mais attention, car quand la passion rencontre les préjugés, quand l'amour pur affronte la réalité cruelle, les conséquences peuvent être explosives. Et croyez-moi, la réaction de la famille Dubois va vous choquer. Merci infiniment à tous ceux qui nous accompagnent fidèlement, qui laissent leurs commentaires touchants et partagent nos histoires avec leurs proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment parfait pour rejoindre notre grande famille et ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville de France ou du monde francophone nous écoutez-vous en ce moment? J'adore découvrir d'où viennent nos fidèles auditeurs. Et maintenant, installez-vous confortablement, car notre histoire commence dans les vignobles de Bordeaux, dans un château où vit un homme qui va découvrir que l'amour peut tout changer. Le château Dubois se dressait majestueusement entre les vignobles de Bordeaux, ses pierres centenaires reflétant les derniers rayons du soleil d'automne. C'était là, dans ce palais familial, qu'Alexandre Dubois passait ses journées, loin du monde extérieur qui l'effrayait tant. À 30 ans, l'héritier de l'Empire Dubois n'avait jamais connu le toucher d'une femme, jamais ressenti la chaleur d'un baiser ou l'émotion d'un premier rendez-vous. Sa vie était régie par des horaires rigides, des réunions virtuelles et les soins excessifs de sa mère, Marguerite Dubois, une femme qui contrôlait chaque seconde de l'existence de son fils unique. Ce matin de mardi, Alexandre marchait dans les couloirs du château, comme il le faisait toujours, ses pas résonnant sur le marbre poli alors qu'il se dirigeait vers son bureau particulier. C'était un homme séduisant, avec des yeux bleus profonds et des cheveux châtains toujours parfaitement coiffés, mais il y avait quelque chose dans son regard qui révélait une tristesse profonde, une solitude qui semblait avoir grandi avec lui au fil des années. Il portait toujours des costumes impeccables, choisis par sa mère, et gardait une posture élégante qui cachait sa timidité extrême. En passant devant les portraits des ancêtres de la famille Dubois qui décoraient les murs, Alexandre sentait le poids de toutes ces générations qui reposaient sur ses épaules, cette pression constante d'être à la hauteur du nom qu'il portait. Son bureau était un sanctuaire de solitude, avec ses bibliothèques remplies de livres qu'il dévorait pour oublier sa réalité. Les écrans d'ordinateur illuminaient son visage pâle, tandis qu'il gérait les affaires familiales depuis cette tour d'ivoire, dirigeant un empire de plusieurs milliards d'euros sans jamais vraiment sortir de chez lui. Alexandre était un génie des affaires, capable de négocier les contrats les plus complexes par vidéoconférence, mais il tremblait à l'idée de croiser une femme dans la rue. Cette contradiction le torturait chaque jour, cette conscience d'être puissant financièrement, mais complètement démuni face aux relations humaines les plus simples. La voix de sa mère résonna dans l'interphone, comme chaque matin, à exactement 9 heures. « Alexandre, mon chéri, viens me voir dans le salon principal. Nous avons des choses importantes à discuter. » Il soupira profondément, sachant parfaitement de quoi il s'agissait. Depuis des mois, Marguerite lui parlait de mariage, d'une union avec Isabelle de Montclair, la fille d'une famille aristocratique dont l'alliance renforcerait leur position sociale. Alexandre n'avait jamais rencontré cette femme, ne l'avait vue qu'en photo, mais sa mère avait déjà planifié leur avenir ensemble. En descendant les escaliers de marbre, Alexandre observait les domestiques qui s'activaient silencieusement, évitant son regard, comme s'il craignait de le déranger. Le château était immense, mais il s'y sentait prisonnier, étouffé par cette atmosphère feutrée où chaque bruit était amorti par les tapis persans et les lourdes tentures. Il rêvait parfois de partir, de découvrir le monde au-delà de ces murs dorés, mais la peur le paralysait toujours. Sa mère lui avait répété pendant des années que le monde extérieur était dangereux, plein de femmes vénales qui ne s'intéressaient qu'à sa fortune, et cette méfiance s'était ancrée profondément en lui. Marguerite Dubois l'attendait dans le salon, vêtue d'un tailleur Chanel noir qui soulignait sa prestance naturelle. À 58 ans, elle était encore une belle femme, mais son visage portait cette dureté que donnent les années de pouvoir absolu. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon parfait, et ses yeux perçants semblaient toujours scruter les intentions de ses interlocuteurs. « Assieds-toi, Alexandre », dit-elle en désignant le fauteuil en face d'elle. « J'ai de bonnes nouvelles concernant ton avenir avec Isabelle. Sa famille a accepté notre proposition, et nous pouvons organiser les fiançailles pour le mois prochain. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Il s'assit lentement, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il essayait de trouver les mots pour exprimer ses sentiments.
« Maman, je ne suis pas sûr d'être prêt pour le mariage. Je ne connais même pas cette femme. » Marguerite fronça les sourcils, cette expression qu'Alexandre connaissait bien et qui signifiait qu'elle n'accepterait aucune opposition. « Mon fils, l'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Cette union est stratégique, elle consolidera notre empire et t'offrira la stabilité dont tu as besoin. Isabelle est une femme convenable, éduquée dans les meilleures écoles. Elle sera parfaite pour toi. » Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête comme une condamnation. Alexandre regardait par la fenêtre les vignobles qui s'étendaient à perte de vue, se demandant s'il passerait toute sa vie dans cette prison dorée, marié à une femme qu'il n'aimerait jamais, reproduisant le schéma de ses parents. Son père était mort quand il avait 15 ans, et depuis, Marguerite dirigeait sa vie avec une main de fer, prétendant que c'était pour son bien. Mais au fond de lui, Alexandre sentait grandir une révolte silencieuse, un désir de liberté qui commençait à l'étouffer. À 300 kilomètres de là, dans un élégant appartement du 7e arrondissement de Paris, Céleste Moreau se préparait pour sa soirée. L'appartement était décoré avec goût, des meubles anciens mélangés à des touches modernes qui créaient une atmosphère à la fois raffinée et chaleureuse. Mais cette beauté cachait une réalité bien plus sombre que ce que pouvaient imaginer les rares visiteurs qui franchissaient sa porte. À 26 ans, Céleste menait une double vie qui la déchirait chaque jour un peu plus, partagée entre la femme cultivée qu'elle était vraiment et le rôle qu'elle devait jouer pour survivre. Devant son miroir de la chambre, elle appliquait délicatement son maquillage, ses gestes précis trahissant l'habitude de cette routine quotidienne. Céleste était d'une beauté saisissante, avec de longs cheveux noirs qui tombaient en vagues souples sur ses épaules, et des yeux verts qui semblaient porter tous les secrets du monde. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une douleur profonde, une blessure que seule sa sœur cadette Sophie connaissait vraiment, car tout ce qu'elle faisait, tous les sacrifices qu'elle acceptait, c'était pour cette petite sœur de 22 ans qui luttait contre une maladie rare depuis 3 ans. Elle enfila sa robe noire Dior, celle que ses clients préféraient, et vérifia une dernière fois son apparence. Chaque détail devait être parfait car ce soir, elle avait rendez-vous avec Monsieur Beaumont, un banquier quinquagénaire qui payait généreusement pour ses services. Céleste ferma les yeux un instant, se préparant mentalement à endosser son personnage, cette femme séduisante et disponible qui n'existait que dans l'imagination de ses clients. Elle avait appris à se détacher émotionnellement de ces moments, à faire comme si son corps et son esprit étaient deux entités séparées. Son téléphone vibra et elle vit apparaître un message de Sophie depuis l'hôpital. « Grande sœur, les médecins disent que le nouveau traitement fonctionne bien. Je pense à toi tous les jours et j'ai hâte que tout ça soit fini pour qu'on puisse enfin vivre normalement. » Céleste sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle les refoula rapidement. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer maintenant, pas quand elle devait partir dans quelques minutes. Sophie ne savait pas exactement comment sa sœur gagnait l'argent nécessaire pour payer les traitements expérimentaux, et Céleste ferait tout pour qu'elle ne la prenne jamais. Elle se dirigea vers son secrétaire ancien où elle gardait ses comptes précieusement organisés. Dans un carnet relié de cuir, elle notait chaque euro gagné et dépensé, calculant combien il lui restait à économiser avant de pouvoir arrêter cette vie qui la détruisait lentement. Les frais médicaux de Sophie s'élevaient à plus de 200 000 €, une somme astronomique que son salaire d'ancienne professeure de littérature n'aurait jamais pu couvrir. Elle avait commencé par vendre tous ses biens, puis avait contracté des dettes qu'elle ne pouvait plus rembourser, jusqu'à ce qu'une connaissance lui parle de ce monde qu'elle n'imaginait même pas pouvoir côtoyer un jour. Céleste avait grandi dans une famille modeste de Lyon, fille d'un ouvrier et d'une couturière qui lui avaient transmis des valeurs solides et l'amour des livres. Elle avait brillamment réussi ses études de lettres classiques et rêvait d'écrire des romans quand le diagnostic de Sophie était tombé comme un coup près. Du jour au lendemain, sa vie s'était transformée en course contre la montre pour sauver la seule famille qui lui restait depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. En sortant de son appartement, Céleste croisa Madame Lemoine, sa voisine âgée qui la salua chaleureusement. « Bonsoir ma chère, vous êtes encore très élégante ce soir. Vous sortez pour votre travail ?» Céleste sourit poliment, maintenant sa façade de femme d'affaires prospère qu'elle avait construite pour expliquer son niveau de vie à ses voisins. « Oui, j'ai un dîner important avec des clients étrangers. Passez une bonne soirée, Madame Lemoine. » Cette double vie lui pesait énormément, mais elle n'avait pas le choix. Chaque mensonge était nécessaire pour protéger l'image qu'elle voulait donner, cette respectabilité qui lui permettait de garder la tête haute malgré tout. Dans le taxi qui l'emmenait vers l'hôtel particulier de Monsieur Beaumont,
Céleste regardait Paris défiler derrière la vitre, ces rues qu'elle aimait tant mais qui lui semblaient maintenant teintées d'une mélancolie permanente. Elle pensait souvent à l'époque où elle se promenait dans la capitale avec Sophie, quand elles étaient encore deux sœurs insouciantes qui rêvaient d'avenir radieux. Maintenant, chaque pas qu'elle faisait dans cette ville était calculé, chaque sortie avait un prix, et sa liberté n'était plus qu'un lointain souvenir. Le chauffeur la déposa devant l'imposant bâtiment du 16e arrondissement, et Céleste prit une profonde inspiration avant de sonner à la porte. Elle avait appris à maîtriser ses émotions, à sourire même quand son cœur se brisait, à jouer un rôle qui n'était pas le sien, mais qui lui permettait de sauver ce qui comptait le plus au monde pour elle. Monsieur Beaumont l'accueillit avec son sourire habituel, et Céleste endossa une fois de plus son masque, cachant sa vraie personnalité derrière cette image de femme fatale qu'attendaient ses clients. Mais au fond d'elle-même, elle gardait l'espoir qu'un jour, quand Sophie serait guérie, elle pourrait redevenir celle qu'elle était vraiment. 3 semaines plus tard, Alexandre se trouvait dans une situation qu'il n'avait pas vécue depuis des années. Il devait se rendre à Paris pour une réunion d'affaires cruciale. Marguerite avait insisté pour qu'il rencontre personnellement les dirigeants de la chaîne hôtelière Mermoz, une acquisition stratégique qui rapporterait des millions à l'Empire du Bois. « Mon fils, il est temps que tu sortes de ta zone de confort », avait-elle déclaré fermement. « Cette réunion ne peut pas se faire par vidéoconférence. Ils veulent voir le vrai visage de notre famille. » Alexandre avait tenté de protester, mais face à la détermination de sa mère, il avait fini par céder, le cœur battant à l'idée de devoir affronter le monde extérieur. Le voyage en première classe du TGV avait été un calvaire pour lui. Chaque regard des autres passagers lui semblait peser une tonne et il gardait constamment les yeux rivés sur son ordinateur portable pour éviter tout contact visuel. À son arrivée à la gare Montparnasse, Alexandre avait immédiatement appelé un taxi, refusant l'idée de prendre le métro ou de marcher dans les rues bondées de la capitale. Il s'était installé dans une suite au Bristol, l'un des hôtels les plus luxueux de Paris, où il pourrait rester à l'abri jusqu'à sa réunion du lendemain matin. Mais le destin avait d'autres projets pour lui ce jour-là. Vers 19 h, alors qu'Alexandre finalisait ses dossiers dans sa suite, son téléphone sonna. C'était Maître Dubois, son avocat d'affaires, qui l'appelait dans un état de panique totale. « Monsieur Alexandre, j'ai une terrible nouvelle. Monsieur Mermoz vient d'être hospitalisé pour un malaise cardiaque. Sa famille souhaite reporter la réunion de plusieurs semaines, le temps qu'il se rétablisse. » Alexandre sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude l'envahir. D'un côté, il était content de pouvoir rentrer plus tôt chez lui, mais de l'autre, il savait que sa mère ne comprendrait pas cet échec. Ne sachant pas comment annoncer cette nouvelle à Marguerite, Alexandre décida de sortir prendre l'air, espérant que la marche l'aiderait à réfléchir. C'était la première fois depuis des années qu'il se trouvait seul dans une grande ville, sans chauffeur ni garde du corps, et cette liberté soudaine lui procurait une sensation étrange, mélange d'angoisse et d'excitation. Il avait enfilé un manteau sombre et marchait au hasard dans les rues du 8e arrondissement, observant avec fascination cette vie parisienne qui continuait autour de lui sans qu'il en fasse vraiment partie. Le ciel s'assombrit rapidement, et bientôt les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Alexandre n'avait pas pensé à prendre de parapluie, et en quelques minutes, l'averse se transforma en véritable déluge. Il cherchait désespérément un abri quand il aperçut une silhouette féminine près d'une voiture en panne, sous la pluie battante. La femme semblait en difficulté, gesticulant avec son téléphone portable, visiblement frustrée par la situation. Sans réfléchir, poussé par un élan de générosité qu'il ne se connaissait pas, Alexandre s'approcha d'elle. « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que vous avez besoin d'aide » demanda-t-il timidement, sa voix presque couverte par le bruit de la pluie qui frappait le bitume. Céleste leva les yeux vers lui, et Alexandre sentit son cœur s'arrêter de battre. Elle était trempée, ses cheveux noirs collés sur son visage, son maquillage légèrement coulé, mais elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ses yeux verts le regardaient avec un mélange de surprise et de reconnaissance, et pour la première fois de sa vie, Alexandre ressentit cette sensation dont il avait tant lu dans les livres, sans jamais la comprendre vraiment. « Mon Dieu, oui, s'il vous plaît », répondit Céleste, sa voix tremblante à cause du froid et de l'émotion. « Ma voiture refuse de démarrer, et aucun taxi ne s'arrête avec ce temps horrible. J'ai un rendez-vous très important et je suis déjà en retard. » Elle mentait sur la nature de son rendez-vous, bien sûr, mais quelque chose dans le regard de cet homme élégant qui lui offrait son aide la troublait profondément. Il y avait une innocence dans ses yeux bleus, une gentillesse naturelle qu'elle n'avait plus l'habitude de rencontrer dans son quotidien. Alexandre retira immédiatement son manteau
et le posa sur les épaules de Céleste, ne se souciant pas d'être lui-même trempé par la pluie. « Tenez, vous allez attraper froid. Je peux appeler mon chauffeur si vous voulez, ou nous pouvons nous mettre à l'abri dans ce café en attendant que la pluie se calme. » Il désignait un petit bistrot parisien typique dont la lumière chaude filtrait à travers les vitres embuées. Céleste hésita un instant, surprise par cette galanterie désintéressée qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Cet homme ne semblait pas chercher à profiter de la situation, il voulait simplement l'aider, et cette découverte la bouleversait. « C'est très gentil de votre part », murmura-t-elle en serrant le manteau contre elle, respirant malgré elle le parfum masculin qui s'en dégageait. « Je m'appelle Céleste. » Alexandre sentit son prénom résonner dans sa tête comme une mélodie. « Alexandre », répondit-il simplement, tendant sa main dans un geste maladroit mais touchant. Quand leurs doigts se frôlèrent, ils ressentirent tous les deux un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de cette soirée pluvieuse. Ils coururent ensemble vers le café, riant malgré eux de cette situation rocambolesque qui les avait réunis. Une fois à l'intérieur, dans la chaleur réconfortante du bistrot aux murs couverts de photos en noir et blanc, ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Alexandre commanda 2 chocolats chauds, et pour la première fois de sa vie, il se sentait à l'aise, en présence d'une femme. Céleste, de son côté, découvrait un homme différent de tous ceux qu'elle côtoyait habituellement, quelqu'un qui la regardait vraiment, qui s'intéressait à elle sans arrière-pensée. Cette rencontre improbable sous la pluie parisienne allait changer leurs vies à jamais, même s'ils ne le savaient pas encore. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Son cœur battait différemment, et le visage de Céleste n'avait pas quitté ses pensées de toute la nuit. Ils avaient passé près de 3 heures dans ce petit café parisien, parlant de littérature, de musique, de ces petites choses de la vie qui créent des liens entre les âmes. Elle lui avait parlé de sa passion pour l'écriture, de son amour pour les auteurs classiques, et Alexandre avait découvert une femme cultivée et sensible qui partageait beaucoup de ses goûts. Il ne lui avait pas révélé sa véritable identité, se présentant simplement comme un homme d'affaires de passage à Paris, et elle n'avait pas cherché à en savoir plus. Céleste, de son côté, avait annulé son rendez-vous de la veille, prétextant une urgence familiale. Pour la première fois depuis des années, elle avait choisi de sacrifier de l'argent pour passer du temps avec quelqu'un qui l'intéressait vraiment. Cet Alexandre avait quelque chose de différent, une fragilité touchante mélangée à une intelligence évidente qui la fascinait. Elle avait remarqué sa timidité, la façon dont il rougissait quand leurs regards se croisaient, ses mains qui tremblaient légèrement quand il portait sa tasse à ses lèvres. Il y avait en lui une pureté qu'elle n'avait jamais rencontrée chez un homme, et cela la bouleversait profondément. Alexandre avait prolongé son séjour parisien de 3 jours, inventant des excuses professionnelles pour justifier son absence auprès de sa mère. Il avait contacté Céleste le lendemain de leur rencontre, et à sa grande surprise, elle avait accepté de le revoir. Ils s'étaient donné rendez-vous au jardin du Luxembourg, et Alexandre avait passé 1 heure entière à choisir sa tenue, se regardant dans le miroir avec une nervosité qu'il ne se connaissait pas. C'était son premier vrai rendez-vous, et malgré ses 30 ans, il se sentait comme un adolescent découvrant l'amour pour la première fois. Quand il l'avait vue arriver près de la fontaine Médicis, vêtue d'une robe d'automne qui épousait parfaitement sa silhouette, Alexandre avait senti ses jambes se dérober sous lui. Céleste était encore plus belle à la lumière du jour, ses cheveux noirs brillant sous le soleil d'octobre, son sourire illuminant tout son visage. « Bonjour Alexandre », lui avait-elle dit simplement, et sa voix douce avait fait fondre toutes ses appréhensions. Ils avaient marché ensemble dans les allées du jardin, parlant de tout et de rien, découvrant leurs points communs avec un émerveillement mutuel. « Vous savez », avait confié Céleste en s'arrêtant près du bassin où voguaient les petits bateaux des enfants, « je n'ai pas l'habitude de faire confiance si facilement aux gens. Mais avec vous, c'est différent. J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. » Alexandre avait senti son cœur bondir dans sa poitrine. « Moi aussi j'éprouve cette sensation étrange, comme si nous étions faits pour nous rencontrer. » Il avait dit ces mots sans réfléchir, laissant parler son cœur pour une fois, et le sourire radieux de Céleste lui avait confirmé qu'elle ressentait la même chose. Ils avaient déjeuné dans une petite brasserie du 6e arrondissement, et Alexandre découvrait les plaisirs simples de la conversation à deux. Céleste lui racontait des anecdotes sur Paris, cette ville qu'elle connaissait par cœur, et lui parlait de ses rêves d'écriture avec une passion qui l'émouvait. Elle évitait soigneusement de mentionner sa vraie situation, créant une version alternative de sa vie où elle travaillait comme consultante en littérature pour des maisons d'édition. Alexandre, fasciné par chacune de ses paroles, buvait ses récits comme un homme assoiffé découvrant une source pure. Le 2e jour,
Ils s'étaient retrouvés au musée d'Orsay, et Alexandre avait observé Céleste contempler les toiles impressionnistes avec une émotion sincère qui le touchait profondément. « Regardez cette lumière dans les nymphéas de Monet », murmurait-elle en se rapprochant de lui devant le tableau. « Il y a quelque chose de magique dans la façon dont il capture l'instant, vous ne trouvez pas ?» Alexandre acquiesçait. Mais en réalité, il ne voyait qu'elle, fasciné par l'intelligence de ses commentaires et la grâce de ses gestes. Quand elle s'était tournée vers lui et avait surpris son regard, ils étaient restés ainsi quelques secondes, le temps suspendu entre eux. C'est en sortant du musée que leur première vraie conversation intime avait eu lieu. Assis sur un banc face à la Seine, Alexandre avait enfin trouvé le courage de lui parler de sa solitude, de cette vie protégée mais vide qu'il menait dans son château bordelais. « J'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle toute ma vie », avait-il avoué, ses yeux fixés sur l'eau qui coulait devant eux. « Ma mère pense me protéger, mais en réalité, elle m'empêche de vivre vraiment. Avant de vous rencontrer, je ne savais même pas ce que signifiait avoir envie de passer du temps avec quelqu'un. » Céleste avait senti son cœur se serrer en entendant ces mots. Elle reconnaissait en lui cette solitude qu'elle connaissait si bien, cette sensation d'être prisonnière d'une vie qui ne lui correspondait pas vraiment. « Moi aussi, je me sens parfois enfermée dans une existence qui n'est pas vraiment la mienne, » avait-elle répondu prudemment. « Mais depuis que je vous ai rencontré, j'ai l'impression de redécouvrir qui je suis vraiment. » Elle mentait partiellement, bien sûr, mais il y avait aussi beaucoup de vérité dans ses paroles. Alexandre réveillait en elle la femme qu'elle avait été avant, celle qui croyait encore au grand amour. Le troisième soir, ils s'étaient promenés le long des quais de Seine, et l'atmosphère entre eux était devenue plus intime, plus chargée d'émotions. Alexandre avait proposé de la raccompagner chez elle, mais Céleste avait préféré qu'ils se séparent près du Pont-Neuf, prétextant qu'elle habitait tout près. En réalité, elle ne voulait pas qu'il découvre son appartement luxueux qui aurait pu éveiller des soupçons sur ses véritables moyens financiers. « Alexandre », avait-elle murmuré en se tournant vers lui sous les réverbères qui illuminaient le pont, « ces 3 jours ont été les plus beaux de ma vie depuis très longtemps. » Il s'était approché d'elle lentement, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. « Céleste, je ne veux pas que cela s'arrête. Est-ce que je peux vous revoir? Est-ce que nous pouvons continuer à nous voir ?» Sa voix tremblait d'émotion, et Céleste voyait dans ses yeux bleus une vulnérabilité qui la touchait au plus profond d'elle-même. « Oui, » avait-elle chuchoté, « j'en ai envie aussi. » Et quand il avait pris délicatement sa main dans la sienne, elle avait su que sa vie venait de prendre un tournant irréversible, pour le meilleur ou pour le pire. Les semaines qui suivirent transformèrent complètement l'existence d'Alexandre. Il inventait sans cesse de nouveaux prétextes pour retourner à Paris, créant des réunions fictives et des rendez-vous d'affaires imaginaires qui lui permettaient de retrouver Céleste. Marguerite commençait à s'inquiéter de ses déplacements répétés, mais Alexandre mentait avec une facilité qui le surprenait lui-même, poussé par cette force nouvelle qui grandissait en lui chaque jour. Pour la première fois de sa vie, il ressentait le besoin impérieux d'être près de quelqu'un, cette envie dévorante de partager chaque instant avec la femme qui avait bouleversé son univers. Céleste, de son côté, organisait sa vie autour de leur rencontre. Elle refusait de plus en plus de clients, prétextant des indisponibilités qui commençaient à inquiéter ses contacts habituels. Mais peu lui importait de perdre de l'argent quand elle pouvait passer du temps avec Alexandre. Il y avait en lui quelque chose qui réveillait la vraie Céleste, celle qu'elle avait été avant que la vie ne l'oblige à devenir quelqu'un d'autre. Avec lui, elle redécouvrait le plaisir simple de parler d'art, de littérature, de ses rêves qu'elle avait mis de côté depuis si longtemps. Leurs rendez-vous devenaient de plus en plus intimes et complices. Ils se retrouvaient dans des petits restaurants cachés du Marais, se promenaient main dans la main dans les jardins secrets de Paris, partageaient des moments de tendresse sur les bancs face à Notre-Dame. Alexandre découvrait avec émerveillement toutes ces sensations nouvelles, le frisson quand leurs doigts se frôlaient, la chaleur qui l'envahissait quand Céleste posait sa tête sur son épaule, cette impression d'être complet quand elle était près de lui. Un soir de novembre, alors qu'il marchait le long de la Seine sous un ciel étoilé, Alexandre avait trouvé le courage de lui parler de ses sentiments. « Céleste !» avait-il murmuré en s'arrêtant près du pont des Arts, « je dois vous dire quelque chose d'important. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne auparavant. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression de découvrir qui je suis vraiment. Vous avez changé ma vie d'une façon que je ne peux même pas expliquer. » Sa voix tremblait d'émotion, et ses mains étaient moites malgré le froid de cette soirée d'automne. Céleste sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Elle savait qu'elle était en train de tomber amoureuse de cet homme si pur, si différent de tous ceux qu'elle avait connus,
mais elle savait aussi que leur histoire était construite sur un mensonge énorme. « Alexandre ?» avait-elle répondu, en levant ses yeux verts vers lui. « Moi aussi, je ressens des choses que je n'avais jamais éprouvées. Avec vous, j'ai l'impression de redevenir celle que j'étais destinée à être. Mais ma vie est compliquée, il y a des choses sur moi que vous ne savez pas. » Il avait pris son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Peu importe votre passé, Céleste. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons maintenant, ce que nous construisons ensemble. Je vous aime, avait-il déclaré pour la première fois, ces mots sortant de son cœur sans qu'il puisse les retenir. Je vous aime plus que tout au monde, et rien ne pourra changer cela. Céleste avait fermé les yeux, laissant les larmes couler sur ses joues, émue par la sincérité absolue de cette déclaration. C'est à ce moment-là qu'elle s'était approchée de lui, et leurs lèvres s'étaient rencontrées dans un baiser d'une douceur infinie. Pour Alexandre, c'était son premier vrai baiser, et il découvrait avec émerveillement cette intimité qu'il n'avait fait qu'imaginer dans ses rêves. Le goût des lèvres de Céleste, la façon dont elles se blottissaient contre lui, cette sensation de fusion complète qui les enveloppait tous les deux. Il avait l'impression que son cœur allait exploser de bonheur, que toute sa vie avait mené à cet instant magique sous les lumières de Paris. Pour Céleste, ce baiser effaçait toutes les autres expériences qu'elle avait pu vivre. Avec Alexandre, elle redécouvrait la pureté du geste amoureux, cette tendresse désintéressée qu'elle avait oubliée depuis si longtemps. « Je t'aime aussi », avait-elle murmuré contre ses lèvres, utilisant le tutoiement pour la première fois, scellant ainsi leur intimité nouvelle. « Je t'aime d'une façon qui me fait peur et me rend heureuse à la fois. » Ils avaient passé le reste de la soirée à marcher dans Paris, enlacés, découvrant cette complicité amoureuse qui les rendait insensibles au froid et au temps qui passait. Alexandre racontait son enfance solitaire, ses peurs, ses rêves qu'il n'avait jamais osé partager avec personne. Céleste lui parlait de son amour pour l'écriture, de ses projets d'avenir, créant une version idéalisée de sa vie qu'elle aurait tant aimé voir devenir réalité. Une semaine plus tard, Alexandre avait réservé une suite dans un palace parisien, et pour la première fois, ils avaient passé une nuit entière ensemble. Il avait avoué timidement à Céleste qu'il n'avait jamais été intime avec une femme, et elle avait été touchée par cette confiance qu'il lui accordait. « Nous prendrons tout le temps qu'il faut », lui avait-elle murmuré avec une tendresse qu'elle ne se connaissait plus. « L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Cette nuit-là avait été magique pour tous les deux. Alexandre découvrait l'amour physique avec la femme qu'il aimait, et chaque caresse, chaque baiser était empreint d'une émotion pure qui les transportait loin de la réalité. Céleste, habituée à subir les désirs des autres, redécouvrait le plaisir de donner et de recevoir de l'amour véritable. Dans les bras d'Alexandre, elle redevenait la femme qu'elle avait toujours voulu être, libre et aimée pour ce qu'elle était vraiment. Le lendemain matin, il s'était réveillé enlacé, et Alexandre avait contemplé le visage endormi de Céleste avec un émerveillement qui ne le quittait plus. Il savait qu'il ne pourrait plus vivre sans elle, que cette femme était devenue indispensable à son bonheur. « Bonjour, mon amour », avait-il murmuré quand elle avait ouvert les yeux, et ce simple mot d'amour résonnait comme une promesse d'éternité entre eux. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient que leur bonheur fragile allait bientôt être mis à l'épreuve par la réalité cruelle de leur vie séparée. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette première nuit magique, et Alexandre vivait dans un état de bonheur constant qu'il n'aurait jamais cru possible. Il avait loué un appartement discret dans le 11e arrondissement pour leur rencontre, un petit nid d'amour où ils pouvaient être eux-mêmes loin des regards du monde. Céleste avait pratiquement arrêté de travailler, ne gardant que quelques clients très occasionnels pour maintenir les apparences et continuer à payer les frais médicaux de Sophie. Elle se disait qu'elle trouverait bientôt le courage de tout avouer à Alexandre, de lui expliquer sa situation et de lui demander son aide pour sortir définitivement de cette vie qu'elle détestait. Ce matin de janvier, Alexandre était arrivé plus tôt que prévu à leur appartement, portant un bouquet de roses blanches et une petite boîte de velours qu'il cachait dans sa poche depuis une semaine. Il avait pris une décision qui lui semblait évidente, demander Céleste en mariage. Peu importait la réaction de sa mère, peu importaient les conventions sociales, il voulait passer sa vie avec cette femme qui avait transformé son existence. Il avait même préparé un petit discours, répétant les mots qu'il voulait lui dire pour lui exprimer tout son amour. Mais quand il était arrivé devant l'immeuble de Céleste, dont il avait fini par connaître l'adresse, une scène inattendue l'avait figé sur place. Céleste sortait de l'ascenseur accompagnée d'un homme élégant d'une 50aine d'années, et il semblait très proche. L'homme avait posé sa main sur la taille de Céleste d'un geste possessif, et elle ne semblait pas s'en offusquer. Alexandre sentit son sang se glacer dans ses veines,
Il se cacha derrière une voiture garée et observa la scène avec une incrédulité grandissante. « Ma chérie », entendait-il l'homme dire avec un accent distingué, « cette soirée était parfaite comme toujours. Voici votre enveloppe, et n'oubliez pas notre rendez-vous de jeudi prochain à l'hôtel Meurice. » Il tendit une enveloppe épaisse à Céleste, qui la prit discrètement avant de l'embrasser sur la joue. « Merci, monsieur Beaumont. »« À jeudi ?» répondit-elle avec un sourire que ne lui connaissait pas Alexandre, un sourire professionnel et distant qui lui glaça le cœur. Alexandre resta caché jusqu'à ce que l'homme monte dans sa voiture de luxe et disparaisse. Puis, il vit Céleste remonter dans son immeuble, l'enveloppe à la main, et la réalité le frappa comme un coup de massue. Il comprit soudain pourquoi elle ne l'avait jamais invité chez elle, pourquoi elle évitait certains sujets, pourquoi elle avait parfois ce regard triste qu'elle essayait de cacher. Cette femme qu'il aimait plus que sa propre vie, cette femme à qui il voulait offrir son nom et son avenir, était une escorte. Il monta les escaliers 4 à 4, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Quand Céleste ouvrit la porte, elle eut un mouvement de recul en voyant son visage défait. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Tu es tout pâle. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle essayait de garder son calme, mais elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. L'enveloppe était posée sur la console de l'entrée, et le regard d'Alexandre se fixa dessus avec une intensité qui la terrifia. « C'est quoi cette enveloppe, Céleste ?» demanda-t-il d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas, froide et coupante. « Qui était cet homme avec qui tu sortais de l'immeuble il y a 5 minutes ?» Céleste sentit son monde s'écrouler autour d'elle. Elle avait tant redouté ce moment, et maintenant qu'il arrivait, elle se trouvait incapable de prononcer le moindre mot. « Alexandre, je peux tout expliquer, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois, ou plutôt si, c'est exactement ce que tu crois, mais il y a des raisons. » Il s'approcha de la console et prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle était remplie de billets de banque, une somme considérable qui confirmait ses pires soupçons. « Combien ?» demanda-t-il en la regardant droit dans les yeux. « Combien il t'a payé pour cette nuit? Et depuis combien de temps tu me mens? Depuis le début? Est-ce que tout était faux entre nous ?» Sa voix se brisait, et Céleste voyait la douleur immense dans ses yeux bleus qu'elle aimait tant. « Non !» cria-t-elle en s'approchant de lui. « Avec toi, tout était vrai, tout est vrai. Je t'aime, Alexandre. Je t'aime plus que ma propre vie. Oui, je suis escorte. Oui, je me vends à des hommes, mais c'est pour sauver ma sœur. Elle est malade. Elle a besoin de traitements très chers, et je n'avais pas d'autre solution. » Les larmes coulèrent sur ses joues, et elle tendait les mains vers lui, espérant qu'il la laisserait s'expliquer. « Ta sœur ?» répéta Alexandre, abasourdi. « Quelle sœur? Tu ne m'as jamais parlé d'une sœur. Combien d'autres mensonges tu m'as racontés? Est-ce que ton nom au moins est vrai ?» Il reculait vers la porte, ne supportant plus d'être près d'elle. « Sophie. Ma petite sœur s'appelle Sophie. Elle a 22 ans et elle se bat contre une maladie rare depuis 3 ans. Les médecins disent qu'avec le nouveau traitement, elle peut guérir, mais ça coûte une fortune. Je fais ça pour elle, uniquement pour elle. » Alexandre secoua la tête, submergé par une douleur qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir ressentir. « Et nous alors? Qu'est-ce que j'étais pour toi? Un client comme les autres? Tu as couché avec moi en pensant à l'argent que tu pourrais en tirer ?» Céleste se jeta littéralement sur lui, agrippant sa veste avec désespoir. « Non, jamais. Avec toi, c'était différent dès le premier jour. Je n'ai jamais pris un centime de ta part. Tu le sais bien, tu es l'homme que j'aime, le seul homme que j'ai jamais aimé vraiment. » Mais Alexandre était trop blessé pour entendre ces explications. L'image de la femme pure et innocente qu'il croyait aimer s'effondrait, remplacée par celle d'une prostituée qui lui avait menti pendant des mois. « Je ne peux pas, » murmura-t-il, en se dégageant de son étreinte. « Je ne peux pas accepter ça. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Il se dirigea vers la porte, sourd aux supplications de Céleste qui le suivait en pleurant. « Alexandre, s'il te plaît, ne me quitte pas. Je peux tout arrêter maintenant. Avec toi dans ma vie, je peux trouver d'autres solutions. Ne gâche pas ce qu'on a construit ensemble à cause de mon passé. » Mais il était déjà parti, dévalant les escaliers comme un homme poursuivi par ses démons. Céleste s'effondra dans son salon, serrant contre elle le bouquet de roses blanches qu'il avait laissé tomber dans sa fuite. Elle venait de perdre l'amour de sa vie, à cause de ces secrets qu'elle avait trop longtemps gardés, et cette douleur était pire que tout ce qu'elle avait pu endurer jusque-là. Dans le taxi qui le ramenait à la gare, Alexandre regardait défiler Paris à travers ses larmes. Il avait l'impression qu'on lui avait arraché le cœur, que plus jamais il ne pourrait faire confiance à quelqu'un. Cette femme qu'il idolâtrait, qu'il voulait épouser, avait partagé son corps avec d'autres hommes pendant qu'elle lui murmurait des mots d'amour. Comment distinguer le vrai du faux dans tout ce qu'elle lui avait dit?
Comment croire encore en l'amour après une telle trahison? Alexandre était rentré au château dans un état de dévastation totale que Marguerite n'avait jamais vu chez son fils. Pendant 3 jours, il était resté enfermé dans sa chambre, refusant de s'alimenter et de répondre à ses questions. Elle savait qu'il s'était passé quelque chose de grave à Paris, et ses instincts maternels mélangés à sa nature contrôlante l'avaient poussé à agir. Marguerite Dubois n'était pas femme à laisser un mystère non résolu, surtout quand il concernait l'héritier de l'empire familial qu'elle avait mis tant d'années à construire et protéger. C'est ainsi qu'elle avait fait appel à Henri Mercier, un détective privé discret qui travaillait pour les familles fortunées depuis 20 ans. « Monsieur Mercier », lui avait-elle dit lors de leur entretien dans son bureau lambrissé, « je veux savoir tout ce que mon fils a fait à Paris ces derniers mois. Tous ses déplacements, toutes ses rencontres, et surtout, je veux connaître l'identité de la femme qui l'a mis dans cet état. » Elle avait sorti une photographie d'Alexandre, prise discrètement par un employé lors d'un de ses séjours parisiens, où on le voyait tenir la main d'une jeune femme brune devant un café. Une semaine plus tard, Henri Mercier était de retour avec un dossier complet qui avait fait blêmir Marguerite. « Madame Dubois, avait-il annoncé gravement, votre fils fréquente depuis plusieurs mois une dénommée Céleste Moreau, âgée de 26 ans, résidant dans le 7e arrondissement de Paris. Cette femme exerce la profession d'escort de luxe depuis 3 ans environ, et ses tarifs sont substantiels. » Il avait posé sur le bureau des photographies de Céleste entrant et sortant d'hôtels prestigieux avec différents hommes, ainsi que la liste de ses clients réguliers. Marguerite avait senti une rage froide l'envahir. Son fils unique, l'héritier pur et innocent qu'elle avait protégé toute sa vie, était tombé dans les griffes d'une prostituée. « Cette femme a profité de sa naïveté », avait-elle murmuré en serrant les poings. Elle a vu en lui un pigeon parfait, un homme riche et solitaire dont elle pouvait exploiter les sentiments. Plus elle regardait les preuves étalées devant elle, plus sa détermination grandissait. Elle ne permettrait pas à cette créature de détruire l'avenir de son fils et de ternir le nom des Dubois. Le lendemain, sans en informer Alexandre qui sombrait toujours dans sa dépression, Marguerite prit le train pour Paris. Elle s'était habillée avec un soin particulier, choisissant un tailleur Chanel noir qui accentuait son autorité naturelle, et avait emporté avec elle une mallette contenant une somme considérable en liquide. Elle connaissait ce genre de femmes, pensait-elle, et savait exactement comment les faire disparaître de la vie de son fils. Marguerite s'était présentée à l'appartement de Céleste un jeudi après-midi, sachant par le rapport du détective que la jeune femme serait seule. Quand Céleste avait ouvert la porte, encore marquée par le chagrin de sa rupture avec Alexandre, elle était restée interdite devant cette femme élégante dont les traits rappelaient étrangement ceux de l'homme qu'elle aimait. « Mademoiselle Moreau », avait déclaré Marguerite d'une voix glaciale, « je suis Marguerite Dubois, la mère d'Alexandre. Nous devons parler. » Céleste avait senti ses jambes se dérober sous elle. Elle savait qu'Alexandre venait d'une famille fortunée, mais elle n'avait jamais imaginé se retrouver face à face avec sa mère dans de telles circonstances. « Madame Dubois, » avait-elle balbutié, « je vous en prie, entrez. » Mais Marguerite était restée sur le seuil, son regard balayant l'appartement luxueux avec un mépris évident. « Inutile, ce que j'ai à vous dire ne prendra pas longtemps. Mon fils m'a tout raconté sur votre profession. Je suis venu vous proposer un arrangement. »« Alexandre vous a parlé de moi ?» avait demandé Céleste, un espoir fou naissant dans son cœur. Peut-être avait-il fini par comprendre, par accepter ses raisons. Mais Marguerite avait écrasé cet espoir d'un sourire cruel. « Mon fils est rentré chez lui complètement détruit par votre tromperie. Il refuse de manger, de travailler. Il dépérit à cause de vous. Mais je connais Alexandre, il a bon cœur. Et dans sa naïveté, il pourrait être tenté de vous pardonner. C'est exactement ce que je veux éviter. » Elle avait ouvert sa mallette et en avait sorti plusieurs liasses de billets. « Voici 500 000 €, avait-elle annoncé froidement. C'est largement suffisant pour payer les soins de votre sœur malade, dont j'ai appris l'existence par mes sources. En échange, vous disparaissez définitivement de la vie de mon fils. Vous déménagez, vous changez de numéro de téléphone, vous coupez tout contact avec lui. Il ne doit plus jamais entendre parler de vous. » Céleste regardait cet argent avec un mélange de fascination et de dégoût. C'était exactement la somme dont elle avait besoin pour sauver Sophie, pour sortir définitivement de cette vie qu'elle haïssait. Mais l'accepter signifiait renoncer à Alexandre pour toujours, et cette perspective lui était insupportable. « Madame, avait-elle murmuré, vous ne comprenez pas. J'aime votre fils et il m'aime aussi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par nécessité, pas par choix. Maintenant que Sophie va mieux, je peux tout arrêter. » Marguerite avait éclaté d'un rire méprisant. « L'amour ?
Vous osez parler d'amour? Une prostituée qui se vante au plus offrant? Mon fils mérite mieux qu'une femme souillée comme vous. Il épousera Isabelle de Montclair comme c'était prévu depuis le début, et il oubliera cette passade honteuse. Ces mots étaient comme des gifles pour Céleste, qui sentait sa dignité s'effriter sous les attaques de cette femme impitoyable. « Vous ne connaissez pas votre fils », avait répondu Céleste avec un sursaut de fierté. « Alexandre n'est pas l'homme que vous croyez. Il a ses propres désirs, ses propres rêves. Il ne se laissera pas imposer un mariage qu'il ne veut pas. » Mais Marguerite avait secoué la tête avec assurance. « Détrompez-vous, Alexandre a toujours obéi à mes décisions et il continuera. Dans son état actuel, il est fragile, influençable. Je vais lui expliquer que vous l'avez contacté pour réclamer de l'argent, que vous n'étiez qu'une aventurière intéressée. Il finira par me croire. » Céleste comprenait maintenant d'où venait la fragilité d'Alexandre, cette incapacité à s'affirmer face au monde extérieur. Cette mère toxique l'avait maintenu sous sa coupe toute sa vie, et elle ne comptait pas le laisser s'échapper maintenant. « Alors, » avait continué Marguerite en refermant la mallette, « quelle est votre réponse? Vous prenez cet argent et vous disparaissez. Ou je détruis votre réputation et celle de votre sœur dans tout Paris, car j'en ai les moyens, croyez-moi. » Face à cette menace, Céleste avait senti toute résistance l'abandonner. Elle pensait à Sophie, si fragile dans son lit d'hôpital, qui comptait sur elle pour guérir. Elle pensait à Alexandre, qu'elle aimait assez pour vouloir le protéger de sa propre mère si c'était nécessaire. « D'accord », avait-elle murmuré, les larmes aux yeux, « mais sachez que vous brisez le cœur de votre fils autant que le mien, et qu'un jour il comprendra ce que vous avez fait. » Marguerite avait posé la mallette sur le sol avec un sourire triomphant. « Au contraire, il me remerciera de l'avoir sauvé de vos griffes. Dans 6 mois, il sera marié à une femme respectable, et tout ceci ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » Elle était repartie sans un regard en arrière, laissant Céleste effondrée avec cette fortune qui avait le goût amer de la défaite. L'Empire Dubois venait de remporter une victoire, mais au prix du bonheur de son héritier. Céleste avait passé une nuit entière à fixer la mallette, posée sur sa table de salon, incapable de fermer l'œil. L'argent était là, suffisant pour sauver Sophie et changer leur vie à toutes les deux, mais chaque billet représentait une parcelle de son amour pour Alexandre qu'elle devait sacrifier. Au petit matin, elle avait pris sa décision avec la résignation de celle qui n'a plus le choix. Elle aimait Alexandre assez pour accepter de le perdre, si cela pouvait le protéger de la guerre que sa mère était prête à lui livrer. Marguerite Dubois avait raison sur un point. Alexandre était fragile, et cette bataille familiale risquait de le détruire plus sûrement que leur séparation. Le lendemain, Céleste s'était rendue à l'hôpital Saint-Louis, où Sophie suivait son traitement. Sa petite sœur était installée dans son lit, amaigrie par les mois de chimiothérapie, mais gardant ce sourire lumineux qui avait toujours été sa force. « Grande sœur !» s'était-elle exclamée en voyant arriver Céleste. « Tu as l'air fatiguée, tu travailles trop. Assieds-toi, raconte-moi ce qui se passe dans ta vie. » Comme toujours, Sophie s'inquiétait plus pour sa sœur que pour elle-même, et cette générosité du cœur rendait la décision de Céleste encore plus douloureuse. « Sophie, ma chérie !» avait murmuré Céleste en prenant les mains frêles de sa sœur. « J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé l'argent pour le nouveau traitement expérimental en Suisse. Nous partons la semaine prochaine. » Sophie avait écarquillé les yeux, incrédule. « Mais comment? Ce traitement coûte une fortune. Tu n'as pas fait de folie, au moins ?» Céleste avait forcé un sourire, cachant sa douleur derrière une joie feinte. « Non, j'ai trouvé un investisseur pour mon projet de livre. Il croit en moi, et il a accepté de financer tes soins. » Le mensonge passait d'autant mieux que Sophie avait toujours cru que sa sœur travaillait dans l'édition. Elle ne se doutait pas des sacrifices que Céleste avait consentis pour elle, et cette innocence était peut-être la seule chose pure qui restait dans la vie de Céleste. « Tu es incroyable », avait chuchoté Sophie, les larmes aux yeux. « Comment est-ce que je pourrais un jour te rendre tout ce que tu fais pour moi ?» Céleste avait serré sa sœur dans ses bras, respirant son parfum d'enfant malade qui lui brisait le cœur. « Tu n'as qu'à guérir, ma petite. C'est tout ce que je demande. » Pendant que Céleste organisait leur départ pour la Suisse, Alexandre vivait un calvaire différent au château du Bois. Marguerite avait attendu le bon moment pour lui porter le coup de grâce, choisissant un soir où il semblait légèrement moins abattu pour venir le voir dans sa chambre. « Mon fils », avait-elle dit en s'asseyant sur le bord de son lit, « j'ai quelque chose de difficile à te dire, mais tu dois connaître la vérité sur cette femme. » Alexandre avait levé vers elle des yeux rougis par les pleurs et l'insomnie. Il n'avait pratiquement pas quitté sa chambre depuis son retour de Paris. « Cette Céleste t'a contacté », avait menti Marguerite avec une assurance parfaite. « Elle réclame de l'argent en échange de son silence sur votre liaison.
Elle menace de révéler votre relation aux journaux si tu ne lui verses pas une forte somme. Alexandre avait senti le monde s'écrouler encore un peu plus autour de lui. Non, avait-il murmuré. Céleste ne ferait jamais ça, elle-même. Mais Marguerite avait secoué la tête avec une tristesse feinte. C'est mon pauvre enfant, cette femme t'a manipulé depuis le début. Maintenant qu'elle sait qui tu es vraiment, elle veut profiter de ta fortune. Pour rendre son mensonge plus crédible, Marguerite avait sorti de son sac un téléphone portable bon marché qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion. Elle a même laissé ce numéro pour que tu puisses la contacter si tu acceptes ses conditions. Mais je t'en supplie, Alexandre, ne tombe pas dans ce piège. Cette femme ne t'a jamais aimé. Elle n'a vu en toi qu'un moyen de s'enrichir. Alexandre regardait ce téléphone comme un objet maudit, incapable de croire que la femme qu'il aimait puisse être aussi vénale, mais en même temps rongé par le doute que sa mère avait savamment planté en lui. « Regarde dans quel état elle t'a mis », avait continué Marguerite en caressant les cheveux de son fils. « Tu ne manges plus, tu ne dors plus, tu négliges tes affaires. Cette femme est en train de te détruire, et maintenant elle veut ton argent en plus. Est-ce que c'est ça l'amour ?» Alexandre avait fermé les yeux, submergé par une douleur qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Si Céleste réclamait vraiment de l'argent, cela signifiait que leur histoire entière n'avait été qu'une manipulation, que chaque baiser, chaque mot d'amour n'avait été qu'un mensonge calculé. Quelques jours plus tard, Marguerite avait remis le couvert avec une nouvelle révélation soigneusement orchestrée. « Alexandre, j'ai reçu des nouvelles inquiétantes. Cette femme a quitté Paris avec une grosse somme d'argent, probablement obtenue d'un de ses clients. Elle a même emmené sa sœur malade en Suisse pour des soins très coûteux. Tu vois bien qu'elle n'a jamais eu besoin de toi pour résoudre ses problèmes financiers. Tout n'était qu'un jeu pour elle. » Cette information partiellement vraie mais présentée sous un angle trompeur avait achevé de convaincre Alexandre que Céleste l'avait effectivement manipulé. La douleur d'Alexandre se transformait peu à peu en colère froide. Il se sentait humilié, trahi par celle en qui il avait placé toute sa confiance. « Maman !» avait-il dit un matin en descendant enfin prendre le petit déjeuner. « Tu avais raison depuis le début. Cette femme n'était qu'une aventurière. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. » Marguerite avait dissimulé son triomphe derrière une expression compatissante. « Mon pauvre enfant, je sais comme tu souffres, mais tu verras, le temps guérit toutes les blessures. Et puis, Isabelle de Montclair sera bientôt là pour te faire oublier cette période difficile. » C'est ainsi que Marguerite avait réussi à convaincre Alexandre d'accepter le mariage arrangé avec Isabelle. Dans son état de fragilité émotionnelle, il n'avait plus la force de résister au projet de sa mère. Puisque l'amour n'existe pas, s'était-il dit avec amertume, autant se marier par convenance. Au moins, avec Isabelle, je sais à quoi m'attendre. Il avait accepté de rencontrer sa future épouse, une jeune femme blonde et distinguée de 24 ans qui correspondait parfaitement aux critères de respectabilité de Marguerite. Isabelle de Montclair était tout ce que Céleste n'était pas. Issue de la haute aristocratie, éduquée dans les meilleures écoles, parfaitement au fait des codes de leur milieu. Elle était belle d'une beauté froide et conventionnelle, intelligente mais sans passion, et elle acceptait ce mariage arrangé avec la même résignation qu'Alexandre. Lors de leur première rencontre au château, ils s'étaient parlé poliment, évaluant mutuellement les avantages de cette union qui satisferait leurs familles respectives. « Vous semblez quelqu'un de bien, Alexandre », avait dit Isabelle avec un sourire convenu. « Je pense que nous pourrons construire une vie harmonieuse ensemble. » Alexandre avait acquiescé, trouvant dans cette perspective d'avenir sans surprise un réconfort pour son cœur brisé. Au moins avec Isabelle, il n'y aurait ni passion dévorante ni trahison dévastatrice, juste une existence paisible et prévisible, exactement ce dont il pensait avoir besoin après le chaos émotionnel que Céleste avait semé dans sa vie. Marguerite observait avec satisfaction les fiançailles qui se profilaient. Son plan avait parfaitement fonctionné. Alexandre était revenu dans le droit chemin, Céleste avait disparu avec son argent sale, et l'honneur des Dubois était sauf. Dans quelques mois, son fils épouserait une femme digne de leur rang, et cette histoire sordide avec une prostituée ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Elle ne se doutait pas que le destin avait ses propres plans, et que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Céleste, et le château Dubois se préparait pour l'événement de l'année, les fiançailles officielles d'Alexandre avec Isabelle de Montclair. Marguerite avait organisé une réception grandiose dans les jardins du château, invitant tout le gratin de Bordeaux et de Paris pour célébrer cette union qui consolidait l'alliance entre 2 des plus anciennes familles de France.
Alexandre portait un smoking parfaitement coupé, mais son regard restait vide, comme s'il assistait à ses propres fiançailles en spectateur détaché de sa propre vie. Isabelle, resplendissante dans sa robe de soie ivoire signée Dior, jouait parfaitement son rôle de future épouse modèle. Elle souriait aux invités, échangeait des politesses avec les dames de la société bordelaise et se tenait au bras d'Alexandre avec une élégance naturelle qui satisfaisait pleinement Marguerite. « Ils forment un couple magnifique », murmurait-on dans les salons, une alliance parfaite entre tradition et modernité. Mais ceux qui observaient attentivement remarquaient qu'Alexandre ne regardait jamais vraiment sa fiancée et qu'Isabelle semblait plus intéressée par les bijoux que par l'homme qui les lui offrait. C'est au moment où Marguerite levait son verre de champagne pour porter un toast aux futurs époux que Henri Mercier, le détective privé, s'approcha discrètement d'elle. Son visage grave contrastait avec l'atmosphère festive qui régnait dans les jardins. « Madame Dubois, murmura-t-il à son oreille, je dois vous parler de toute urgence. C'est au sujet de la femme Moreau. » Marguerite fronça les sourcils, agacée d'être dérangée en pleine réception par cette histoire qu'elle croyait définitivement réglée. « Que se passe-t-il encore avec cette créature ?» siffla-t-elle entre ses dents. « Elle n'a gardé que 50 000 € de votre argent, » annonça Henri d'une voix grave. « Juste de quoi payer les premiers soins de sa sœur en Suisse. Le reste, elle l'a donné à des associations caritatives qui s'occupent d'enfants malades. J'ai les preuves, madame. Cette femme n'était pas ce que nous pensions. » Marguerite sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Impossible, murmura-t-elle. Vous vous trompez. Cette femme est une prostituée vénale qui voulait exploiter mon fils. » Mais Henri secoua la tête, sortant de sa poche une liasse de documents. « J'ai enquêté plus profondément, comme vous me l'aviez demandé pour m'assurer qu'elle ne reviendrait pas. Céleste Moreau était effectivement professeure de littérature avant de devenir escorte, et elle n'a commencé cette activité qu'après le diagnostic de sa sœur. Tous ses gains servaient exclusivement aux frais médicaux. De plus, il baissa encore la voix. Elle n'a jamais cherché à contacter votre fils depuis son départ. Elle a même refusé l'argent d'un journaliste qui voulait acheter son témoignage sur sa liaison avec l'héritier Dubois. » Marguerite regardait ces preuves avec une incrédulité grandissante. Des reçus de dons aux hôpitaux, des témoignages d'infirmières confirmant le dévouement de Céleste pour sa sœur, des photos d'elle travaillant bénévolement dans un centre pour enfants malades en Suisse. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, réalisant soudain l'ampleur de sa méprise. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle venait de comprendre qu'elle avait détruit l'amour véritable de son fils pour une femme qui valait peut-être mieux que toutes les aristocrates réunis dans ses jardins. Au même moment, Alexandre recevait un message sur son téléphone portable. C'était de Maître Dubois, son avocat, qui lui envoyait des documents concernant une succession lointaine. Mais en ouvrant la pièce jointe, Alexandre découvrit par erreur un rapport détaillé sur Céleste que sa mère avait commandé. Il lut avec une stupéfaction croissante la vraie histoire de la femme qu'il aimait, sa sœur malade, ses sacrifices, la façon dont elle avait tout donné pour sauver Sophie. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» se dit-il, les larmes aux yeux. Il continua de lire et découvrit avec horreur que sa mère avait payé Céleste pour qu'elle disparaisse, et surtout qu'elle ne l'avait jamais contactée pour réclamer de l'argent. Tout ce que Marguerite lui avait raconté était un mensonge calculé pour les séparer. « Céleste, murmura-t-il, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il réalisa soudain qu'il avait abandonné la femme qu'il aimait au moment où elle avait le plus besoin de son soutien, qu'il l'avait jugée sans lui laisser la moindre chance de s'expliquer vraiment. Alexandre se leva brusquement de sa chaise, interrompant le toast que Marguerite était en train de porter. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix forte qui fit taire toute l'assistance, je dois vous faire une annonce importante. Ces fiançailles sont annulées. » Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée, et Isabelle le regardait avec des yeux écarquillés. « Alexandre, murmura-t-elle, qu'est-ce qui vous prend ?» Mais il ne l'entendait plus, concentré uniquement sur sa mère qui s'approchait de lui, le visage livide. « J'ai découvert vos mensonges, maman, » dit-il en brandissant son téléphone. « Je sais tout sur Céleste, sur l'argent que vous lui avez donné pour qu'elle disparaisse, sur tous les mensonges que vous m'avez racontés pour me faire croire qu'elle me manipulait. » Marguerite essaya de nier, mais Alexandre ne lui en laissa pas le temps. Cette femme m'aimait vraiment, et moi je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Vous avez détruit le seul vrai bonheur que j'ai jamais connu. Face à la colère de son fils et aux regards accusateurs des invités qui commençaient à comprendre la situation, Marguerite perdit complètement son sang-froid. « Cette putain t'a ensorcelé !» cria-t-elle, oubliant toute dignité. « Elle ne valait rien.
Je t'ai sauvé d'une mésalliance qui aurait détruit notre famille. » Mais Alexandre secoua la tête avec dégoût. « Vous ne m'avez sauvé de rien. Vous avez détruit ma vie par égoïsme et par orgueil. Céleste valait 1000 fois mieux que toutes ces femmes hypocrites que vous fréquentez. » Dans sa fureur, Marguerite commit l'irréparable. Elle se dirigea vers le petit pavillon japonais du jardin où Alexandre aimait se réfugier enfant. Celui où Céleste et lui avaient rêvé de se retrouver un jour. Sous les yeux horrifiés des invités, elle y mit le feu avec un briquet, détruisant ce symbole des rêves de son fils. « Voilà ce que je pense de vos illusions romantiques », hurla-t-elle tandis que les flammes léchaient le bois ancien. « Cette femme ne reviendra jamais, et vous allez épouser Isabelle, comme prévu. » Mais au lieu de se soumettre comme il l'avait toujours fait, Alexandre regarda sa mère avec un mépris glacial qu'elle ne lui avait jamais vu. « Vous venez de détruire le dernier lien qui m'attachait à cette maison, » dit-il calmement. « Je pars chercher Céleste, et quand je l'aurai retrouvée, nous ne remettrons plus jamais les pieds ici. » Il se tourna vers Isabelle, qui assistait à la scène, abasourdie. « Pardonnez-moi, Isabelle. Vous méritez mieux qu'un homme qui en aime une autre. Trouvez quelqu'un qui saura vous rendre heureuse. » Sur ces mots, Alexandre quitta la réception sous les regards médusés des invités, laissant derrière lui Marguerite qui regardait brûler le pavillon avec l'horrible certitude qu'elle venait de perdre son fils pour toujours. Isabelle, digne malgré l'humiliation, retira simplement sa bague de fiançailles et la posa sur la table avant de partir à son tour, suivie par sa famille outragée. L'Empire du Bois venait de connaître sa plus grande défaite, et cette fois, c'était Marguerite elle-même qui avait allumé l'incendie. Alexandre avait quitté le château le soir même des fiançailles ratées, ne prenant avec lui qu'une valise et sa détermination de retrouver Céleste. Il avait engagé une équipe de détectives privés différents de ceux de sa mère, et après 2 semaines de recherches intensives, il avait enfin obtenu une adresse, un petit chalet dans les montagnes suisses près de Genève, où Céleste s'occupait de sa sœur Sophie qui suivait son traitement révolutionnaire. Le voyage en voiture à travers les Alpes lui avait semblé interminable, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'il se rapprochait de celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Quand il était arrivé devant le chalet, Alexandre avait aperçu Céleste dans le jardin, assise sur un banc avec une jeune femme blonde et fragile qui ne pouvait être que Sophie. Elles riaient ensemble, et pour la première fois depuis des mois, il voyait Céleste vraiment heureuse. Sa beauté l'avait frappé de nouveau comme une évidence. Elle était encore plus radieuse que dans ses souvenirs, libérée de cette tension permanente qui l'habitait à Paris. Ses cheveux noirs flottaient dans la brise alpine et son sourire illuminait tout son visage, tandis qu'elle parlait avec sa sœur. Alexandre avait hésité un long moment avant de s'approcher, terrorisé à l'idée qu'elle puisse le rejeter après tout le mal qu'il lui avait fait. Quand Céleste l'avait vu, son visage avait pâli, et Sophie avait immédiatement compris que cet homme était celui dont sa sœur lui parlait parfois dans ses moments de mélancolie. « Alexandre » avait murmuré Céleste en se levant lentement, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment m'as-tu retrouvé ?» Sa voix tremblait d'émotion, mélange de joie et d'appréhension qui serrait le cœur d'Alexandre. « Céleste » avait-il dit en s'approchant prudemment. « Je sais tout maintenant. Je sais ce que ma mère t'a fait. Je sais pourquoi tu as accepté son argent, et je sais surtout que je me suis conduit comme un lâche en ne te laissant pas t'expliquer. » Il s'était agenouillé devant elle, sous le regard ému de Sophie qui découvrait enfin l'homme que sa sœur aimait en secret. « Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi de t'avoir abandonné quand tu avais besoin de moi. Pardonne-moi d'avoir douté de ton amour. » Les larmes coulaient sur les joues de Céleste, tandis qu'elle regardait cet homme qu'elle croyait perdu pour toujours s'humilier devant elle par amour. « Alexandre » avait-elle murmuré en s'agenouillant à son tour pour être à sa hauteur, « tu n'as rien à te faire pardonner. C'est moi qui t'ai menti, qui t'ai caché ma vraie vie. Comment aurais-tu pu me faire confiance après ça ?» Ils s'étaient pris dans les bras l'un de l'autre, pleurant ensemble ces mois de séparation et de souffrance qui avaient failli les détruire. Sophie, témoin silencieuse de ces retrouvailles, avait senti son cœur se gonfler de bonheur pour sa sœur. Elle avait compris depuis longtemps que Céleste s'était sacrifiée pour elle, même si elle n'avait jamais connu tous les détails. « Alors c'est vous, Alexandre ?» avait-elle dit avec un sourire malicieux. « Ma sœur ne parlait que de vous avant votre malentendu. Je commençais à croire que vous étiez un personnage imaginaire. » Alexandre s'était tourné vers cette jeune femme qui ressemblait tant à Céleste, mais avec une fragilité touchante qui témoignait de son combat contre la maladie. « Sophie » avait-il dit en lui prenant doucement la main, « je sais tout ce que Céleste a fait pour vous. Elle est la femme la plus courageuse et la plus généreuse que je connaisse, et j'aimerais avoir l'honneur de prendre soin de vous deux si vous m'acceptez dans votre famille.
Sophie avait éclaté de rire, cette insouciance retrouvée qui prouvait que les traitements fonctionnaient. « Oh, je vous accepte. Depuis le temps que j'attends d'avoir un beau-frère. » Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de leur vie. Alexandre s'était installé dans un hôtel près du chalet, et ils passaient leurs journées ensemble, redécouvrant leur amour dans ce cadre paisible des montagnes suisses. Sophie allait de mieux en mieux, et les médecins étaient optimistes sur ses chances de guérison complète. Alexandre avait pris en charge tous les frais médicaux restants, et Céleste avait enfin pu abandonner définitivement son ancienne vie pour redevenir la femme qu'elle avait toujours voulu être. Un matin de printemps, Alexandre avait emmené Céleste sur un sommet qui dominait le lac Léman, et là, avec les Alpes en toile de fond, il lui avait demandé de l'épouser. « Céleste Moreau, avait-il dit en sortant la bague qu'il gardait depuis des mois, voulez-vous devenir Madame Dubois et me rendre l'homme le plus heureux du monde ?» Elle avait dit oui entre rires et larmes, et ils s'étaient embrassés sous le soleil alpestre qui bénissait leur nouveau départ. Ils s'étaient mariés 3 mois plus tard dans une petite église de montagne, avec Sophie comme témoin radieuse de santé et quelques amis fidèles. Marguerite n'était pas venue, toujours enfermée dans sa rancœur, mais Alexandre avait choisi le bonheur plutôt que les conventions familiales. En échangeant leurs vœux, Céleste et Alexandre savaient qu'ils avaient traversé l'enfer pour se retrouver, et que leur amour était assez fort pour surmonter tous les obstacles. Aujourd'hui, ils vivent dans une belle maison près de Genève, où Céleste a ouvert une petite librairie spécialisée dans la littérature classique et où Alexandre dirige les affaires familiales à distance. Sophie, complètement guérie, étudie la médecine pour aider d'autres enfants comme elle. Et parfois, quand Marguerite se sent trop seule dans son château, elle reçoit des photos de ses petits-enfants qu'elle ne connaîtra peut-être jamais, mais qui lui rappellent que l'amour véritable finit toujours par triompher. Et voilà, mes chers auditeurs, comment se termine cette belle histoire d'amour qui nous rappelle que parfois, les chemins les plus difficiles mènent au plus beau bonheur. Alexandre et Céleste nous prouvent qu'il ne faut jamais juger les autres sans connaître leur histoire, et que l'amour véritable peut surmonter tous les préjugés et toutes les épreuves. Cette histoire nous enseigne aussi l'importance du pardon et de la communication dans nos relations. Combien de malentendus pourraient être évités si nous prenions le temps d'écouter vraiment ceux que nous aimons, et combien de bonheur nous passons à côté par orgueil ou par peur. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a ému en vous la racontant. N'hésitez pas à la partager avec vos proches, car ces messages d'espoir et d'amour ont besoin d'être diffusés dans notre monde parfois si dur. Si cette histoire vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire d'Alexandre et Céleste, et racontez-moi si vous aussi, vous croyez encore aux grandes histoires d'amour. Que cette soirée vous apporte douceur et sérénité. Et souvenez-vous, l'amour véritable mérite toujours qu'on se batte pour lui. À très bientôt pour une nouvelle histoire.